Président, je voudrais bien évidemment remercier moi aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'ensemble des services, les présidents qui ont travaillé en commission pour que ce travail soit le plus efficace possible, soit le plus porteur pour notre collectivité, et dire que ça a d'ailleurs été pour moi une première et une grande première, puisque j'ai interpellé l'exécutif sur la nécessité de pouvoir travailler en visioconférence, et je n'avais pas eu cette chance de 2010 à 2015, et grâce au progrès de la technologie, nous pouvons aujourd'hui travailler de Porto-Vecchio, de Corte, de Bastia, et je crois que nous gagnons en efficacité, et je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour la collectivité et pour le développement durable. Pour revenir donc à notre sujet, première étape, premier point que je voudrais développer, c'est la symbolique. Effectivement, nous rejoignons là encore, ou en tout cas au moins dans ce début, la majorité et l'ensemble de l'opposition pour dire qu'il semble quand même intéressant que, je dirais, ce qui concerne la Corse n'arrive pas de Paris et que nous attendions de Paris toujours tout, mais que nous soyons à l'initiative lorsque des sujets aussi importants sont mis sur la table. Lorsque je dis cela, bien évidemment, nous ne sommes pas en train, les uns et les autres, d'écrire la Constitution de Corse, mais de participer à la rédaction de la Constitution de la 5e puissance au monde et de la France plus précisément. Je dis cela pourquoi en préambule? Parce que effectivement notre journée va être longue. Effectivement, nous avons le devoir impératif, je pense, d'avoir un vote. Moi, j'aurais tant voulu, et notre groupe aurait tant voulu qu'il soit à l'unanimité, parce que je crois que c'est le meilleur moyen de faire entendre notre voix au niveau du gouvernement, au niveau de l'ensemble de la représentation nationale, et que c'est dans cet état d'esprit, en tout cas, que nous avons travaillé. Mais je le dis immédiatement, c'est dans cet état d'esprit aussi que nous savons que la délibération qui sortira ce soir, je le crains fort, ne soit pas forcément reprise in extenso par le gouvernement et par la représentation nationale. Lorsque je dis ça, c'est parce que justement notre groupe, qui est toujours dans la recherche d'un certain pragmatisme, sait que la proposition qui vous sera faite peut-être lundi soir, mais à vous, messieurs les présidents. D'ailleurs, on peut regretter le fait que l'ensemble des groupes qui ont participé à la réflexion, à un travail, je dirais, soutenu en présence de Madame Gouraud, ne soient pas conviés avec vous pour cet échange. Je le dis, nous le regrettons, mais nous l'acceptons, bien évidemment. Mais nous pensons que c'est bien, c'est une bonne chose que l'Assemblée de Corse se soit exprimée et arrive avec sa propre proposition, même si, je le dis aussi, le pragmatisme qui nous caractérise nous amène à dire qu'il nous faudra encore, sûrement à ce moment-là, se mettre autour d'une table des négociations. Donc, aujourd'hui, comment nous appréhendons le rapport qui nous a été proposé par le président de l'exécutif et ceux qui ont été proposés par la suite. D'ailleurs, à ce sujet, excusez-moi, j'ai un peu oublié mon travail dans cette assemblée de 2010 à 2015 et je ne sais pas exactement ce que nous allons appréhender, à savoir est-ce que nous appréhendons le rapport de l'exécutif sur lequel nous travaillons par voie d'amendement ou est-ce que nous appréhendons les rapports qui ont été proposés par les présidents. Je ne sais pas très bien comment cela va se passer. En tout cas, pour nous aujourd'hui, notre base de travail et de réflexion est le rapport qui nous a été communiqué par l'exécutif. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi nous nous appuyons principalement sur ce rapport. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport tel qu'il nous a été présenté, nous pouvons le porter, y réfléchir, avancer? Oui, forcément, nous pouvons y réfléchir. Sur quoi nous nous basons? Premièrement, nous nous basons sur notre campagne de décembre territoriale avec le groupe Anda Perdumal. Pendant toute cette campagne, nous avons fait une campagne territoriale sur l'autonomie de la Corse dans la République. D'ailleurs, peut-être à juste titre, d'ailleurs nous avons été critiqués, puisque à part dans la République, évidemment, où est-ce que peut se situer l'autonomie? Mais c'était une manière pour nous d'affirmer cet ancrage et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis de l'électorat que nous souhaitions toucher. Et donc nous avons utilisé abondamment cette formule et nous l'avons utilisée en connaissance de cause lorsque nous avons évoqué l'autonomie. Je me souviens avoir fait une campagne électorale avec ceux qui m'accompagnent en disant que pour nous,
En Corse, aujourd'hui, l'État devait continuer et devra continuer, quelle que soit d'ailleurs l'évolution économique, sociale et démographique de la Corse. L'État devra en Corse assumer ses missions régaliennes de police, de justice, d'affaires étrangères et de défense nationale. Et nous avons ajouté, c'est un hasard peut-être, mais nous avions ajouté pendant cette campagne que pour nous, aujourd'hui, il était prématuré de penser à un transfert en matière d'éducation et de santé, parce que nous savons que ce sont des matières aujourd'hui très lourdes financièrement et que nous pensons que la priorité de la collectivité de Corse aujourd'hui doit se tourner vers d'autres pans et que, un peu comme ça vient d'être dit d'ailleurs par Valérie, et je peux la rejoindre sur ce point, et je la rejoins d'ailleurs sur d'autres, aujourd'hui peut-être que nous devons d'abord montrer notre savoir-faire vis-à-vis de la collectivité de Corse. Ensuite, comment appréhender le rapport qui nous a été proposé au-delà de la campagne du mois de décembre? Nous avons, et ça va surprendre personne dans cet hémicycle et ailleurs, nous faisons référence assez souvent à un discours, celui d'Emmanuel Macron à Fouriagne, et nous nous disons qu'à ce moment-là, je crois, il a été très clairement dit qu'il pourrait y avoir une possibilité d'inscrire la Corse dans la Constitution. Alors nous disons la chose suivante, nous sommes heureux de voir, et je crois que ça a été dit par le président de l'exécutif ce matin, et je lui ai fait remarquer que je n'avais pas vu que ça a été clairement dit dans le discours de l'Albor. C'est à ce moment-là qu'on voit que le président de l'exécutif, de la République, a tenu compte de l'élection territoriale du mois de décembre, puisque contrairement au discours de Fouriagne, où il était évoqué d'abord une phase diagnostique avec l'ensemble des élus de la Corse, ensuite l'idée que l'on pourrait aller vers la Constitution, le président de la République a pris la décision d'accrocher la Corse au wagon de la révision constitutionnelle, et ce, de façon immédiate. Et bien évidemment, nous allons tous nous en réjouir, ça a été dit ce matin, je vais être redondant, mais je crois que c'est important. Il y a de ça des dizaines d'années, Liberbou avait dit donc que 200 000 autonomistes ne changeraient pas la Constitution française. Que de chemin parcouru. Et je crois aujourd'hui qu'on doit se féliciter que les élus de la Corse aient obtenu du président de la République ce geste politique qui est fort. Et j'insiste parce que j'ai quand même l'impression, depuis le discours de l'Albor, d'ailleurs où on a toujours vocation, en fonction des groupes des uns et des autres, à focaliser sur tout ce qui est toujours négatif. Je ne vous dis pas que tout ce qui a été dit était positif. À titre personnel, il y a eu des choses que j'ai trouvées moins intéressantes, mais cet élément-là, c'est un élément fondamental, c'est un élément politiquement très fort. Oui, j'entends dire François Hollande a eu un discours courageux. Ce n'est pas le socialiste que j'ai été qui va dire le contraire. Sauf que François Hollande, son discours, il a fait en fin de mandature, lorsqu'il n'avait plus rien à nous offrir. Et ça, c'est sincèrement regrettable. Donc là-dessus, je trouve un peu plus courageux et un peu plus offensif un président de la République qui, dans les 6 premiers mois, vient en Corse pour nous dire que ce geste politique fort, il allait le faire, et ce, immédiatement. Alors j'y viens aussi à ce discours de l'Albor, parce qu'il est important. La feuille de route, elle nous a là aussi été donnée. Elle nous a été donnée, moi j'y retiens, et nous y retenons un point important. La Corse, ce n'est pas sa Picardie natale et ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie. Et là-dessus, nous pouvons aussi, au niveau de notre groupe, être fiers. Lorsque nous avons voté cette fameuse résolution, nous avons demandé à la majorité territoriale de revoir sa position quant au fait d'affirmer que la seule solution envisageable était l'inscription dans l'article 74. Notre groupe a revendiqué et obtenu, dans le cadre de cette discussion, de cette co-construction, de cette résolution, que nous disions qu'il fallait dépasser l'article 72. Nous étions dans l'idée, d'ailleurs nous l'avons dit aussi pendant cette campagne territoriale, que la Corse, ce n'était pas l'Occitanie, les Hauts-de-France. Et quand le chef de l'État, à l'Albor, dit « vous n'êtes pas la Picardie et vous n'êtes pas la Nouvelle-Calédonie », nous comprenons. Nous comprenons en tout cas qu'il faut dépasser l'article 72, qu'il ne faut pas sortir du titre 12, c'est ce que je crois comprendre, parce que, à ma connaissance, la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'article 74, et que donc c'est la feuille de route qui nous est assignée. Il précise d'ailleurs, lors de ce discours de l'Albor, qu'il faut absolument inscrire la Corse dans la Constitution. Je ne vais pas ici ressortir
je suis allé le chercher tout à l'heure, l'article ou le discours de l'Albor, mais il dit, grosso modo, ça ne doit pas être un gadget, un simple affichage. Il dit que ça doit permettre de répondre concrètement aux problèmes des Corses. D'ailleurs, petite digression, si j'en parle cet après-midi, ce n'est pas en opposant la quotidienneté des Corses et la révision institutionnelle. C'est trop facile de faire cela. Nous l'avons dit aussi pendant la campagne territoriale. Changer la Constitution aujourd'hui, et il faut le dire aux Corses, c'est aussi changer leur quotidien. C'est permettre de réussir des résolutions qui ont été prises dans cet hémicycle et qui ont échoué, prises par la droite, prises par la gauche, prises par les nationalistes, lorsqu'il s'agit de mettre en place une taxe dans la réserve des Bouches de Bonifacio, lorsqu'il s'agit de pouvoir acter l'ouverture et la fermeture de la chasse. C'est là, oui, c'est du quotidien. Lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine des Corses pour qu'ils ne soient pas dans l'obligation de le vendre. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas de l'inscription dans un texte fondamental, c'est de répondre aux problématiques des Corses pour permettre à cette institution d'être efficace. Donc aujourd'hui, nous sommes parfaitement à l'aise pour défendre ce que nous faisons là. Nous sommes à l'aise pour défendre le principe d'autonomie. Écoutez, là encore, c'est peut-être passé de façon anodine, mais nous observons qu'un ministre de l'Intérieur, lors d'une question de Paul-André Colombagne, répond et parle d'autonomie. Donc évidemment, c'est tranquillement que nous allons aller sur ce concept et le valider. Il est aussi notre ADN. Donc là-dessus, nous l'avançons. Nous avançons aussi parce que nous sommes pragmatiques, et ça va là encore ne pas vous surprendre, nous avançons en écoutant très attentivement Madame la Ministre, qui est là pour faire avancer ces travaux. Et là encore, permettez-moi de le dire, de nos discussions, de nos 2 réunions avec Madame la Ministre, j'entends la validation de l'inscription dans la Constitution, j'entends la validation d'un article spécifique pour la Corse, j'entends une ministre reconnaître que notre travail, qui a consisté à lui montrer que l'habilitation au cas par cas ne fonctionnait pas, était une réalité que personne ne peut contester. Personne. Et je crois qu'aujourd'hui, elle fait une proposition, et c'est une avancée importante pour nous, une habilitation plus large et plus pérenne. C'est ça l'enjeu. Et je suis heureux de voir là encore que Valérie Bodz et son groupe y ont fait allusion et qu'ils ne le contestent pas, bien évidemment, parce que comment on peut le contester, et je crois que c'est un élément important. Alors attention, de la ministre, nous avons nous aussi entendu les limites, qui rejoignent un peu vos remarques. Alors on n'est pas exactement sur votre position, je le dis au groupe de Valérie. Elle a dit n'exagérez pas, 2 fois elle a dit, n'exagérez pas sur les compétences sur lesquelles vous avez des revendications. Et nous devons l'entendre. Nous devons l'entendre parce que si elle le dit, c'est qu'elle sait que cela peut proposer un problème dans le cadre des discussions que nous aurons avec l'ensemble du Parlement, voire lors d'un référendum qui pourrait être proposé au peuple français. Donc là-dessus, notre groupe le dit dès maintenant, et vous le savez, il n'y a pas de surprise, ça a été dit aussi dans le travail de commission, est pour des domaines restreints et encadrés. D'ailleurs, nous pensons qu'il aurait fallu rester à la proposition du rapport de Vandamme-Astor sur la langue, sur le patrimoine foncier et sur la fiscalité. À la demande de Jean-Martin Mondologne, nous avons accepté, dans cette volonté qui est la nôtre depuis le début, d'élargir au développement économique et social. Nous avons accepté. Nous n'avions pas entendu que c'était dans le cadre d'une habilitation uniquement au cas par cas, puisque j'avais entendu depuis des mois, depuis des semaines, au moins des jours, dire que cette habilitation au cas par cas, personne ne contestait son échec, mais nous l'observons. Alors, est-ce que la proposition qui a été faite par le président de l'exécutif jeudi dernier correspond à ce que nous pouvons défendre? Oui, parce que je vois que certains font référence à la délib de 2013, que je suis encore allé regarder à l'instant. Effectivement, je pense que ce qui a été proposé, puisqu'il était mention explicite de l'article 72.5, et là encore, on va prendre personne à revers, nous pensons aujourd'hui que dans un souci d'efficacité, il faut afficher l'article 72.5 pour rassurer un maximum de personnes. Nous pensons aujourd'hui que le rapport qui a été proposé par l'exécutif, qui s'inscrit, à mon avis, aussi dans la continuité du rapport du professeur Carcassonne,
Je le rappelle, et vous m'autoriserez à faire cette digression à ce moment-là, rapport Carcassonne pour lequel Vanda Mastor a largement participé, et la remercier chaleureusement à titre amical, et parce que son travail a forcément été pour nous source d'un grand intérêt du travail qu'elle a fourni pour l'Assemblée de Corse, de dire que, d'ailleurs c'est à ce moment-là que je voudrais vous le dire, c'est parce que le rapport, le président de l'exécutif a eu l'honnêteté de nous dire que sa proposition, elle avait été, pas rédigée, mais en tout cas travaillée avec Pierre Chaubon, et pour notre groupe ce n'est pas un élément anodin, parce que Pierre Chaubon, pour nous, qui est aujourd'hui conseiller d'État, qui a siégé dans cette Assemblée, avec lequel nous avons, en tout cas pour certains dans notre groupe, été en phase totale. Nous ne pouvons pas suspecter Pierre Chaubon de nous lancer dans une aventure indépendantiste ou qui ne correspondrait pas aux intérêts de la Corse. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes partis de votre rapport, Monsieur le Président. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu ajouter à la confusion, et l'honnêteté oblige à dire que nous n'avons pas dans notre groupe, ou à travers nos attachés, nous n'avions pas la compétence à rédiger, je dirais, un article constitutionnel. C'est pour ça que nous sommes partis de ce travail. Nous sommes partis de ce travail aussi parce que nous avons entendu. Je vais citer une autre personne qui n'est pas dans cet hémicycle, mais qui est intervenue dans les discussions que nous avions avec la ministre, Laurent Marcangeli. Donc personne ne peut suspecter là aussi qu'il soit indépendantiste ou un afro-gauchiste. Laurent Marcangeli, il dit quoi? Il vous dit très clairement, j'ai été député de la nation, jamais l'habilitation au cas par cas ne fonctionnera, jamais. Il vous dit, je vais faire une proposition dans la continuité du rapport Carcassonne et dans la continuité de ce qui est aujourd'hui a été présenté. Dont acte, il me semble, je le dis modestement dans l'analyse que je fais, que la proposition à minima pour votre majorité, j'ai bien compris, et je vais y revenir un peu plus loin, mais je pense aujourd'hui qu'elle correspond à la continuité du rapport Carcassonne, au rapport de Pierre Chaubon. C'est en tout cas pour cela aussi que nous l'avons aujourd'hui accepté. Et j'y reviens justement. Monsieur le Président, vous avez eu l'honnêteté de le dire ce matin. Et je m'excuse parce que j'espère que les journalistes arriveront à relayer fortement ce que l'on dit là, parce que souvent nous sommes un peu victimes, nous, d'une lecture un peu rapide. Alors on vote une résolution solennelle, donc on est collé aux nationalistes, on est devenu nationaliste, on est indépendantiste. Non, non, je rassure tout le monde. Et un peu en reprenant vos propos, vous avez fait une campagne territoriale, vous aussi, au mois de décembre, et vous avez revendiqué l'autonomie de plein droit et de plein exercice. Vous avez revendiqué l'inscription dans l'article 74. Vous avez revendiqué le statut de résident et la co-officialité. Ce n'est pas ce que nous votons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voterons aujourd'hui. Vous avez accepté, dans un souci de pragmatisme, pour vous mettre à la hauteur de l'ambition qui doit être celle de la Corse, vous avez accepté de revoir vos positions, je dirais, sur un cursus plus bas, comme vous le faites à chaque fois. Évidemment, nous le savions. Jean-Guy Talamone et le président du Sénat ne sont pas en phase. Entre ces deux, la position de La République En Marche est une position médiane sur laquelle il est plus facile aujourd'hui de s'adapter. Elle est compliquée pour nous, puisqu'on pourrait se retrouver à voter ensemble. Mais je crois que ça nous oblige les uns les autres. Ça vous oblige aussi à faire un pas, à donner du contenu à ce que vous dites souvent sur la nécessité de dépasser les clivages partisans, les engagements et les ambitions personnelles. Aujourd'hui, il y a nécessité à voter ensemble. Il y a nécessité à ce que cette Assemblée, aujourd'hui, elle puisse faire entendre à Paris que sur un sujet qui n'est pas de savoir si on va faire une déviation sur la route RT10, si on va ou pas aujourd'hui repeindre l'église Saint-Dominique à Bonifacio. Aujourd'hui, il s'agit de parler de la révision constitutionnelle qui concerne la collectivité territoriale de Corse. Et chacun doit aujourd'hui quitter son habit partisan, chacun doit aujourd'hui quitter les quelques ambitions personnelles qu'il pourrait avoir. Donc aujourd'hui, pour nous, nous sommes à l'aise pour défendre avec la ligne rouge que nous venons de mettre, je les rappelle, article spécifique, 72.5, les compétences, les trois qui ont été évoquées, auxquelles nous acceptons aujourd'hui d'aller sur le développement économique et social, mais nous sommes dans cet état d'esprit-là. Je voudrais quand même dire aussi un mot concernant la position des deux autres groupes de l'opposition. Alors, l'honnêteté m'oblige à dire que j'ai été quelque peu surpris. Bon, et ça, je vais là être plus clair. Bonne surprise en voyant que, alors qu'on sort d'une campagne territoriale, où j'avais normalement les régionalistes d'un côté et je dirais les légalistes de l'autre qui avaient une position très claire. Moi, j'entends
qu'à la rigueur, je viens d'entendre avec votre groupe, celui de Valérie Botz, que la différence est sur le nombre de domaines de compétences que nous mettons dans cette révision sur laquelle nous avons là une appréciation différente. C'est vrai, nous sommes sur le triptyque parce que nous pensons que, comme le dit le professeur Mastor, que sur la question de la langue, sur la question du foncier et sur la question du statut fiscal, s'il n'y a pas une inscription au niveau constitutionnel, nous aurons ensuite des difficultés à mettre en œuvre. C'est notre conviction aujourd'hui, mais on entend fort bien. Donc, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris de voir, et je le dis parce que je crois que c'est se mettre au bon niveau, sur l'autonomie, l'évolution du groupe, sur un certain nombre de choses. Évidemment, la suite, elle est concernant le groupe de notre ami Jean-Martin Mondoloni. Je le dis ici et j'assume en totalité. Évidemment, la surprise, elle est diamétralement opposée. Pourquoi? J'ai lu les quelques articles, les quelques prises de position. L'article que vous proposez, il a été écrit avec le sénateur Panuzzi. Moi, je connais le parcours. Le sénateur Panuzzi... Vous êtes déjà au-delà du double de votre temps de parole, donc si vous voulez conclure... Oui. Monsieur le Président, je sais bien que les décisions de la Commission, je sais bien que les décisions de la Commission permanente n'ont pas valeur constitutionnelle. Elles n'ont pas valeur constitutionnelle, mais c'est quand même notre règle commune. C'est notre règle commune. Au regard de l'enjeu, et si vous voulez, je sacrifierai avec notre groupe, nous sacrifierons tout simplement le temps de parole des prochains rapports, tellement je pense que l'enjeu, il est ici colossal, Monsieur le Président. Mais je tiens quand même à le dire parce que c'est important, parce que je me devais de le faire. L'article, il a été écrit avec le sénateur Panuzzi, qui il y a quelques jours, il y a quelques semaines, disait lors d'une émission qu'il était autonomiste. L'article a été écrit par Jean Martin, qui est reconnu jusqu'à aujourd'hui comme le fer de lance de la Corse régionaliste, présent aux Journées internationales de Corté, je le rappelle quand même, comme j'ai eu l'occasion de l'être. Aujourd'hui, ce qu'il nous propose, tout simplement, ce n'est pas un article, ça ne nécessite pas un article spécifique, c'est un aléa de l'article 72. La simple mention de l'insularité n'a rien de révolutionnaire. On est aujourd'hui dans un article gadget. On est aujourd'hui sur le statu quo. Moi, je le dis ici, j'aimerais identifier aujourd'hui un élu de droite en Corse qui est sur une position en deçà de celle que vous défendez aujourd'hui. Je dis bien en deçà. Donc, moi, je suis surpris. Je suis d'autant plus surpris que je vais lire, Président, excusez-moi, je vais lire quelque chose qui est quand même très important. Les paroles s'envolent, mais il y a quand même des écrits. Juste une interview, CorseNet Info, du 3 septembre 2017. À la question, quelle est la ligne forte de votre démarche? Cette démarche prend appui sur une ligne politique claire. Je suis pour une large autonomie dans le cadre d'un État fédéraliste qui peut donner toutes ses compétences et tous ses moyens à de grandes régions, au premier rang duquel la Corse. La ligne de fracture, je vous ai parlé de la suite, c'est l'indépendance. Quand vous êtes en campagne électorale sur un projet fédéraliste, excusez-moi, messieurs les présidents, votre projet, notre projet, si nous arrivons à le défendre ensemble, je vais être un peu trivial et un peu, mais c'est du pipi de chat par rapport à l'échelle de la décentralisation et par rapport à un projet fédéraliste pour la France. Nous n'avons jamais été sur un projet fédéraliste pour la France. Nous le disons très clairement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut sincèrement que la droite régionaliste, aujourd'hui, reprenne les choses en main. Il faut aujourd'hui que l'intérêt supérieur de la Corse soit mis en avant dans le cadre de cette délibération commune qui doit nous engager. Nous allons avoir à répondre face à un Parlement qui ne nous est pas acquis. Et je crois qu'il aurait été intéressant, et je continue à penser qu'il est intéressant que nous parlions d'une seule et même voix au sein de cet hémicycle. Je vous remercie.